Louis VI le Gros ou le Batailleur, carolingien. Naissance en 1081, règne de 1108 à 1137. Sous son règne, un grand nombre de villes s'affranchissent des seigneurs et s'érichent en communes. C'est le cas de Péronne. En 1109, Louis VI le Gros vient à Péronne et y réside quelque temps auprès de Raoul Ier, comte de Péronne, son ami, qui deviendra bientôt comte de Vermandois. C'est à cette époque que l'on construit le premier beffroi. Le beffroi, symbole de la commune, sert de dépôt d'eau charge et aussi de prison. Philippe II Auguste, capétien. Naissance en 1165. Règne de 1180 à 1223. En 1209, Philippe Auguste confirme à la ville de Péronne ses franchises communales, déjà en vigueur dès 1184 et probablement acquise vers 1120. Cette charte en latin est conservée aux Archives nationales, dans l'armoire de fer à Paris. Gardée précieusement dans le beffroi, la copie de Péronne a disparu lors de la Révolution française. Quelques jours après la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où furent taillés en pièces 25 000 Allemands, Anglais et Flamands, Philippe Auguste, de retour vers la capitale en passant par Péronne, fait emprisonner au beffroi puis au château l'un des coalisés, Renaud de Damartin, le comte de Boulogne. C'est aussi à cette époque que la province Picardie prit son nom, en raison de ses redoutables habitants, soldats armés de piques, les piqueurs. Jean de Lebon, capétien. Naissance en 1319. Règne de 1350 à 1364. Sous Jean de Lebon, période marquée par des rivalités féodales et la guerre de Cent Ans, les bourgeois de Péronne apprennent que le duc d'Orléans, après avoir cédé plusieurs seigneuries aux Anglais, arrive avec le comte d'Eu, accompagné d'un grand nombre d'hommes d'armes, pour loger dans le château. Les Péronnais, soupçonnant sans doute mal à propos quelques mauvais desseins, leur ferment les portes de la cité. Ils fustigent, puis attaquent les princes, avant de s'enfermer dans la ville, où ils se tiennent en armes pendant plusieurs jours. Cette révolte des Péronnais leur attire bien des disgrâces de la part du roi Jean, qui fait renverser le beffroi et leur interdit d'élire mailleurs et échevins. Charles V, dit le Sage, capétien. Naissance en 1338. Règne de 1364 à 1380. Le fils de Jean de Lebon, Charles V, dont le règne sera illustré par Bertrand du Guesclin pardonna, et rendit à la ville ses prérogatives. Par lettre patente du 27 février 1368, l'ancienne charte est rétablie, et la ville est autorisée à reconstruire son beffroi. Le nouveau beffroi de 33 mètres de haut sera érigé en 1395. Une nouvelle charte plus avantageuse, datée du 11 décembre 1369, donne d'autres privilèges à la cité. En pleine guerre de Cent Ans, les Anglais vinrent cette année-là faire le siège de Péronne et furent vigoureusement repoussés, abandonnant sur le terrain un grand nombre des leurs, tués ou blessés. En juillet 1398, Guillaume Croisille et son fils Robin sont chargés de fondre sur place les 3 cloches destinées au beffroi. La plus grosse, la Bancloque, sonnait les heures, le banc et les grands événements. Son diamètre était de 1,38 m pour un poids d'environ de 1800 kg. Elle teintait le mi bémol, un peu en dessous du diapason normal. Elle porte sur 2 lignes l'inscription suivante. L'an 1398, fondu pour la ville, par Croisille et son fils Robin. Sire Furcy Carbonnier est en mer. Sire Jean du Pestrin, l'an précédent. Une autre refondue en 1495
portant les armoiries de la ville avant le paix couronné, assure ses vers en devise. Péronne suis royalement nommé, pour la commune assemblée ordonnée. Les gens au blé vont par mon entreprise. Fait l'an 1495. L'inscription de la troisième, la plus petite, refondue en 1581, était ainsi conçue. J'ai esté faite l'an 1581. En ce temps, Michel d'Estourmel, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de Péronne, Messire Antoine Delot, Mailleur, et Maître Choquel, son lieutenant, Melchior Guérin, fondeur, m'a faite. À la même époque, vers 1398, bien visible de la Grand Place, on installe une horloge au sommet de cette tour de guet. C'est aussi vis-à-vis de ce monument, auprès du puits vert, qu'on érigeait la potence quand il y avait lieu à exécution. Histoire générale de Péronne, par Jules Dournel, 1874. Sur la bannière du siège de 1536, le beffroi y est bien représenté. À sa gauche, la tour de l'église Saint-Jean n'est pas encore édifiée. Écoutez les notes de son carillon, telles qu'elles nous ont été transmises par Georges Valois dans un recueil de 1865 intitulé « Les cloches de Péronne ». Cette gravure de Dutoit représente le beffroi. À son pied, les estachons des boucheries, puis les halles en bois, et enfin, la maison d'Abeau. Le beffroi au sud-ouest de la Grande Place en 1827. Peinture de Félix Michel, fils du célèbre Charles-Henri Michel, d'après un croquis de Dutoit, conservé au musée d'Hanicourt. En 1844, on prétendit que le beffroi n'offrait plus de garantie suffisante de solidité et il fut démoli. On numérota ces pierres dans l'intention de le rétablir aussitôt. Mais ce projet n'eut malheureusement pas de suite, et ces grès servirent à border les trottoirs de la Grande Place. Histoire générale de Péronne, par Jules Dournel, 1874. Des lézardes sont déjà bien visibles sur ce dessin, effectué en 1843 par l'architecte Jean-Pierre Carabi. Péronne en 1863. Archives du musée d'Hanicourt. Sans doute l'un des plus anciens documents photographiques sur la ville de Péronne. Après la démolition du beffroi en 1844, on récupère sa vieille horloge et on l'installe au clocher de l'église. La célèbre banque-cloque et une autre vieille cloche provenant du beffroi démoli ont été ajoutées en 1844 aux quatre de l'église, ce qui donnait à la volée une sonnerie très particulière. Face à la Grande Place, le corps de garde et l'ancien bailliage remontent au premier temps de la monarchie. Les bâtiments du bailliage, comme les sénéchaussées qui les avaient précédés, servirent longtemps de tribunal civil. L'ancien bailliage ou palais de justice, vue d'artiste avant 1850. À sa droite, l'hôtel de ville. Le palais de justice est transféré au tournant de la rue Saint-Furcy en 1863. Le bâtiment ainsi libéré fusionnera alors avec l'hôtel de ville. En 1866, la toiture du nouvel hôtel de ville, maintenant agrandi,
sera coiffé d'un élégant campanile, avec une horloge à 4 cadrans, en souvenir du beffroi disparu. L'architecte, Henri Parent, en réalisera les plans. Survient la guerre contre les Prussiens. En décembre 1870, la ville est bombardée. 104 maisons sont totalement anéanties. La toiture et la tour de l'église Saint-Jean-Baptiste sont en feu. Les cloches, dont la célèbre Bancloque, et l'horloge de 1398 provenant du beffroi, ont fondu dans la fournaise de l'incendie du clocher. Miracle, l'hôtel de ville et son campanile tout neuf sont épargnés. La chance ne sourit pas deux fois. Lors de la Première Guerre mondiale, ce beffroi des temps modernes sera abattu, couché à l'horizontale. La paix revenue, comme un pied de nez à la guerre, l'hôtel de ville sera rebâti avec son campanile, symbole de la commune, et beffroi moderne. En hommage aux soldats de la Grande Guerre, un carillon sonnant la Madelon sera installé en 1927. Quant au vieux beffroi du XIVe siècle, il n'en reste plus rien de nos jours. De ces grès transformés en bordure de trottoir, il n'y en a plus guère. La grande place a changé de nom depuis, et s'est modernisée. Où sont passées les pierres de l'ancienne tour de guet? Située jadis au milieu de la rue Saint-Furcy actuelle, proche de son intersection avec la rue Saint-Jean, rien ne matérialise sur la chaussée l'espace qu'il occupait. Pour valoriser encore plus la ville, faire connaître son riche passé, ne pourrait-on pas matérialiser le périmètre qu'il occupait par un alignement de grès blancs affleurant le revêtement bitumineux, avec en son centre la date 1395, 1844.